Bonjour et bienvenue. On commence aujourd'hui avec une image assez forte, je trouve, celle des Kungsan, dans le désert du Kalahari. Oui, un environnement extrême. Exactement. Et leur survie là-bas, elle dépend d'un savoir-faire collectif qui est juste incroyable. Pister le gibier, chasser avec des arcs, des flèches empoisonnées, reconnaître des centaines de plantes. Mhm. Tout ça, c'est des compétences qu'une personne seule, isolée, elle pourrait jamais développer en une seule vie. Jamais. Non, c'est clair. Et ça pose une question qui est vraiment fondamentale. Comment notre espèce, nous les humains, on a acquis cette capacité unique à accumuler et transmettre des savoirs aussi complexes? C'est la grande question. C'est cette question fascinante qu'on va explorer aujourd'hui. On va plonger un peu dans les travaux de Robert Boyd sur l'évolution de la culture humaine. L'objectif, c'est de saisir ce qui fait de nous une espèce si particulière dans son évolution, si différente en fait des autres animaux. Exactement. Et le cœur de la réponse, je crois, c'est vraiment cette idée d'adaptation culturelle cumulative. Cumulative, oui. C'est notre talent, si on veut, pour apprendre les uns des autres. Mais pas seulement apprendre, aussi améliorer ce qu'on a appris. Et surtout, passer le relais à la génération suivante. Une transmission efficace. Voilà, c'est comme un effet boule de neige culturel, si on veut. Ça permet des adaptations qui sont incroyablement sophistiquées et surtout très rapides. C'est vraiment ça, je pense, c'est le moteur de notre singularité. Alors, euh, comment ça marche concrètement? Parce qu'il y a toujours ce choix, non? Entre découvrir par soi-même, ce qu'on appelle l'apprentissage individuel, Oui, et puis copier les autres, l'apprentissage social. c'est ça. C'est le dilemme fondamental. Apprendre seul, bon, ça peut être très précis, on contrôle l'info qu'on acquiert, mais c'est long, c'est coûteux. Et risqué parfois. Ah oui, et parfois dangereux. Essayer de deviner quelles baies sont comestibles dans un nouveau coin, ça peut très mal finir. On imagine. Alors que copier les autres, c'est beaucoup moins cher, en temps, en énergie. On profite de l'expérience des autres, de l'expérience accumulée. D'accord. Mais il y a un risque aussi, j'imagine? Oui, bien sûr. Le risque, c'est de copier une mauvaise information, ou une information qui était bonne avant, mais qui n'est plus adaptée parce que l'environnement a changé. La fiabilité, elle dépend vraiment de la qualité des modèles qu'on copie et de la pertinence de leur savoir. Là, maintenant. Et on sait que d'autres animaux font ça. L'apprentissage social, ça existe ailleurs. Les chants d'oiseaux, les rats qui apprennent quoi manger en sentant la laine des autres, l'utilisation d'outils chez les chimpanzés ou les capucins. Oui, tout à fait. Mais alors, qu'est-ce qui fait que chez nous, ça a pris une dimension complètement différente? C'est pas juste copier, si? Qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est bien plus que ça, en fait. La différence clé, c'est la fidélité de la copie et cette capacité à accumuler. La fidélité. Oui. Beaucoup d'animaux apprennent par, disons, émulation ou amélioration locale. Ils voient le résultat, ah, l'autre a ouvert la noix, et ils essaient d'y arriver à leur manière. D'accord. Nous, les humains, on est capable d'imitation vraiment fidèle, c'est-à-dire de copier le processus, les étapes précises, même si on ne comprend pas tout de suite pourquoi chaque étape est nécessaire. Et c'est ça qui permet de transmettre des techniques complexes, comme fabriquer un outil ou préparer un aliment, sans perdre les détails cruciaux au fil des générations. Je vois. Mais bon, avant d'en arriver à l'accumulation, il y a cette question, quand est-ce qu'il vaut mieux copier? Les modèles mathématiques, ils suggèrent que l'apprentissage social, c'est le plus avantageux quand l'environnement est relativement stable. Logique. Ce qui marchait hier marche encore aujourd'hui, en gros. Et aussi quand apprendre par soi-même est particulièrement coûteux ou risqué. D'accord. C'est une question de coût-bénéfice en quelque sorte. Voilà. Et une fois qu'on décide de copier, j'imagine qu'on ne copie pas n'importe qui, n'importe comment. Il y a des stratégies. Exactement. On n'imite pas au hasard. On utilise des raccourcis psychologiques, ce que Boyd appelle des biais de transmission. Il y en a deux qui sont particulièrement importants. Ah oui? Le premier, c'est le biais de prestige ou de succès. On a une tendance assez forte à imiter les individus qui réussissent le mieux ou qui ont l'air d'avoir le plus de succès, de reconnaissance dans le groupe. Le meilleur chasseur, la personne la plus écoutée. C'est ça, on se dit, bon, si cette personne réussit, ses comportements sont probablement efficaces, donc je copie. Malin. Et le deuxième biais? L'autre biais majeur, c'est le biais de conformité. C'est la tendance à adopter les comportements, les croyances, les opinions qui sont les plus répandues dans notre groupe. Faire comme tout le monde. En gros, oui. Si tout le monde fait comme ça, c'est probablement une bonne idée. Ou en tout cas, une idée sûre. Et puis, ça aide à s'intégrer au groupe, évidemment. D'accord. Prestige et conformité, c'est puissant comme mécanisme. Très puissant. Et là, il y a une idée qui est un peu contre-intuitive, qu'on appelle le paradoxe de Rogers. Le paradoxe de Rogers. Oui.
On pourrait penser, logiquement, qu'avoir des imitateurs dans une population, ça améliore forcément l'adaptation moyenne du groupe, parce que ces imitateurs, ils copient les bonnes idées sans payer le coût de la découverte, de l'essai-erreur. Bah oui, ça semble logique. Mais en fait, non, pas nécessairement. Si tout le monde se contente de copier, plus personne n'innove, plus personne n'apprend par soi-même. Et du coup, le groupe devient incapable de s'adapter si l'environnement change. Ah oui, je vois le problème. L'imitation n'améliore vraiment l'adaptation globale du groupe que si elle permet aussi aux individus d'être en quelque sorte plus intelligents dans leur propre apprentissage. Par exemple, si copier les autres nous aide à mieux cibler quand ça vaut le coup d'expérimenter par nous-mêmes, ou si ça nous donne une base solide sur laquelle on peut ensuite innover. C'est un équilibre assez subtil en fait. C'est intéressant ça. On pourrait prendre l'exemple d'une recette de cuisine peut-être. Oui, c'est une bonne image. Si tout le monde copie la vieille recette de grand-mère à la lettre sans jamais oser ajouter une épice ou changer une étape, La cuisine n'évolue pas. voilà. Le plat sera peut-être toujours bon et sûr, mais la cuisine du groupe n'évolue pas vraiment. C'est différent d'un groupe où chacun copie la base, mais se permet d'expérimenter un peu. Même si individuellement, copier la vieille recette est plus sûr. C'est fascinant cette tension constante entre imiter pour la sécurité et l'efficacité et innover pour s'adapter et progresser. Exactement. Et ça nous ramène à ce moteur extraordinaire dont on parlait au début, l'adaptation cumulative. C'est vraiment là qu'on voit la puissance de la culture humaine à l'œuvre. Absolument. L'exemple de la boussole que vous mentionniez est très parlant, je trouve. Elle n'a pas été inventée d'un coup par un génie isolé. Ah non, pas du tout. Ça a commencé avec des observations sur le magnétisme en Chine ancienne, utilisé pour la géomancie, des choses comme ça. Oui, des usages très différents au départ. Et puis sur des siècles, des améliorations progressives par les navigateurs qui ont ajouté le cadran, la suspension cardan pour que ça reste stable sur un bateau. Chaque étape est peut-être modeste en soi, Oui, des petites innovations. mais le résultat final, c'est un outil incroyablement sophistiqué et c'est le fruit d'un travail collectif étalé dans le temps. C'est exactement ça. Et ce qui rend cette accumulation possible chez nous, c'est cette imitation fidèle dont on parlait. Revenir à la fidélité. Oui, copier précisément les gestes, les séquences d'action, même celles dont on ne comprend pas immédiatement l'utilité. C'est ça qui permet de ne pas réinventer la roue à chaque génération et de construire sur les acquis des générations précédentes. Pensez à la fabrication d'un arc complexe ou la préparation d'un poison pour les flèches. Oui, il ne faut pas se tromper. Une petite erreur dans le processus que vous copiez et hop, ça ne marche plus. Ou pire, ça devient dangereux. La fidélité, elle est cruciale pour ces technologies complexes. D'accord. Mais cette dépendance massive à l'apprentissage social, cette nécessité de faire confiance à ce que les autres nous transmettent, parce qu'on ne peut pas tout vérifier soi-même, ça doit avoir un coût, non? Une contrepartie. Ça nous rend peut-être un peu vulnérables? Absolument. C'est le revers de la médaille. Notre incroyable capacité d'apprentissage social s'accompagne nécessairement d'une certaine forme de crédulité. Crédulité. Oui, puisqu'on doit absorber une quantité phénoménale d'informations culturelles pour survivre et fonctionner dans nos sociétés, on est bien obligé de faire confiance à la source la plupart du temps. On ne peut pas tout tester, tout vérifier. Ce serait épuisant. Et impossible. Exactement. Et cette confiance nécessaire, eh bien, elle ouvre la porte à la propagation d'idées qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, d'un point de vue, disons, biologique ou adaptatif. Des idées mal adaptatives. C'est ça. Des idées mal adaptatives peuvent très bien se répandre si elles sont particulièrement mémorables ou si elles piratent nos biais psychologiques comme le biais de conformité ou de prestige, ou si elles sont associées à des personnes qu'on admire, et ce, même si ces idées, au final, réduisent notre espérance de vie ou notre succès reproductif. Ah oui, c'est un vrai compromis. C'est un compromis fondamental. L'efficacité incroyable de l'apprentissage culturel vient avec le risque intrinsèque d'avaler parfois de mauvaises idées. D'accord. Bon, on comprend mieux les mécanismes maintenant, hein. Imitation fidèle, biais de transmission, accumulation, et même ce risque de crédulité. Mais la question de fond demeure. Pourquoi? Pourquoi l'évolution nous a-t-elle dotés, nous les humains, de cette capacité culturelle si puissante? Une piste de réponse, semble-t-il, nous emmène très loin dans le passé, vers les conditions climatiques de notre histoire évolutive. Oui, c'est une hypothèse majeure, très discutée. Elle lie l'essor de nos capacités cognitives et culturelles au changement climatique du Pléistocène. C'est cette longue période géologique qui précède les 10 000 dernières années qu'on appelle l'Holocène.
Le Pléistocène, l'ère glaciaire en gros. Oui, marqué par des cycles glaciaires. Et les analyses notamment des carottes de glace prélevées au Groenland ont révélé une image assez saisissante du climat pendant ces cycles. Ce n'était pas juste plus froid et plus sec que maintenant, c'était surtout incroyablement instable. Instable, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'on a découvert des variations climatiques énormes, en température, en précipitation, des variations qui pouvaient se produire très très rapidement, parfois en quelques décennies seulement. Quelques décennies. C'est extrêmement rapide à l'échelle géologique. C'est ça, imaginez un monde où le climat peut basculer brutalement d'un état à un autre, et ce de manière répétée. Un monde très imprévisible. D'accord. Et alors, le lien avec la culture? Eh bien, face à une telle imprévisibilité, l'évolution aurait pu favoriser des solutions qui apportent de la flexibilité. Un cerveau plus gros, capable d'apprentissage rapide, d'innovation, oui, bien sûr. Mais peut-être surtout la capacité de s'appuyer sur une culture dynamique et cumulative. Ah, La culture, dans ce cadre, devient une sorte de système d'adaptation accéléré, beaucoup plus rapide que les ajustements génétiques qui prennent des milliers, voire des millions d'années. Elle permet aux populations humaines de trouver et de partager rapidement de nouvelles solutions pour faire face à un environnement qui change tout le temps. donc paradoxalement, c'est l'instabilité climatique qui aurait été le moteur de notre capacité d'adaptation culturelle, pas la stabilité. C'est l'hypothèse, oui. C'est contre-intuitif, mais ça a une certaine logique évolutive. Un environnement très stable ne nécessite peut-être pas une culture aussi dynamique. Et ça pourrait aussi expliquer peut-être pourquoi l'agriculture, cette grande révolution qui semble quand même nécessiter un climat prévisible pour planifier les semailles et les récoltes, Oui, un minimum de stabilité. pourquoi elle n'a émergé qu'avec l'Holocène, notre période actuelle, qui est connue pour être beaucoup plus stable climatiquement que le Pléistocène. C'est une hypothèse très plausible, oui. Il y a eu des périodes chaudes et interglaciaires avant l'Holocène, bien sûr, mais elles étaient probablement ponctuées par ces changements climatiques rapides et brutaux du Pléistocène. Ce qui rendait l'investissement à long terme risqué. Exactement. Difficile d'investir massivement dans l'agriculture qui demande de s'installer, de stocker, de compter sur les récoltes futures. Si le climat peut basculer du tout au tout en quelques générations, voire moins, la stabilité relative de l'Holocène a peut-être fourni cette fenêtre écologique, cette opportunité pour que les stratégies agricoles deviennent enfin viables, rentables et puissent se répandre. Fascinant. D'accord. Donc, cette capacité culturelle unique émerge, elle est potentiellement boostée par un climat instable, et maintenant voyons les conséquences en cascade. L'une des plus évidentes, c'est que la culture, ça crée des groupes très distincts les uns des autres. Oui, c'est un effet quasi automatique de la transmission culturelle. Rappelez-vous le biais de conformité dont on parlait. On a tendance à faire comme la majorité de notre groupe. Mhm. Signature culturelle. Sa langue ou son dialecte, ses normes de comportement, ses rituels, sa façon de s'habiller. Voilà, tout ça. Et ces différences culturelles entre groupes, elles ne sont pas juste anecdotiques. Elles peuvent avoir un impact sur leur destin, leur survie, leur expansion. C'est l'idée qui sous-tend la sélection de groupes culturels. Si les groupes sont en compétition, que ce soit directement pour les ressources ou indirectement par leur capacité à survivre, à croître, à s'étendre, Oui, alors, les groupes dont les traits culturels, ça peut être des normes, des institutions, des technologies, favorisent la cohésion interne, l'efficacité collective ou la résilience face aux crises, eh bien ces groupes-là auront tendance à mieux s'en sortir sur le long terme. et donc leurs traits culturels vont se répandre. Oui, soit parce que d'autres groupes vont les imiter, soit par l'expansion démographique ou territoriale du groupe gagnant, parfois au détriment de groupes culturellement moins performants, si on peut dire. Est-ce qu'on a des traces de ça? C'est un processus qu'on peut observer ou c'est juste théorique? C'est difficile à observer directement sur de longues périodes, évidemment. Mais les études ethnographiques, par exemple en Nouvelle-Guinée, où la diversité culturelle et les conflits intergroupes étaient très marqués, Oui. ont documenté des cas où des clans entiers disparaissent en tant qu'entités sociales distinctes. Après une défaite militaire, une famine, une épidémie, leurs membres ne meurent pas forcément tous, mais ils sont dispersés, assimilés par des groupes voisins plus prospères. Le groupe perdant est absorbé. Voilà, et inversement, de nouveaux groupes se forment par fission ou fusion. Ce turnover des groupes, même s'il est lent à notre échelle, permettrait à une forme de sélection au niveau des traits culturels des groupes d'opérer sur le long terme. D'accord. C'est une sélection lente mais réelle. Potentiellement, oui. Et au cœur de ces différences entre groupes et de la dynamique interne des groupes, on trouve bien sûr les normes sociales. Les règles du jeu. C'est ça, les règles du jeu, souvent non écrites, mais parfois écrites aussi, que tout le monde apprend et partage au sein d'une culture.
Comment on se salue, comment on partage la nourriture, qui on peut épouser, comment on réagit à une offense. Tout ça, ce sont des normes. Et parfois, ces normes sont incroyablement astucieuses d'un point de vue adaptatif, même si personne ne sait vraiment pourquoi elles fonctionnent. J'ai lu l'exemple du maïs en Amérique. C'est frappant. Ah oui, la nixtamalisation. C'est ça, faire tremper le maïs dans une solution alcaline comme de l'eau de chaux avant de le cuisiner. C'est une étape en plus, un peu complexe, Oui, ça demande du travail. mais on sait aujourd'hui que ça libère la niacine, une vitamine B3, et ça améliore la qualité des protéines du maïs. Et ça a empêché des maladies de carence graves, comme la pélargre, dans les populations qui dépendaient fortement du maïs. Exactement. Et les peuples qui ont adopté cette norme, ils n'avaient aucune idée de la biochimie derrière. Ils suivaient juste la tradition, la norme transmise culturellement. C'est incroyable, non? C'est un excellent exemple de la façon dont la culture peut, en quelque sorte, encoder des solutions adaptatives très complexes, sans que les individus en aient une compréhension consciente ou scientifique. Mais comment ces normes émergent-elles alors, si personne ne comprend pourquoi c'est utile au début? C'est une bonne question. Souvent, c'est probablement une combinaison de conformisme et d'un peu d'apprentissage individuel, ou d'heureux hasard. Imaginez qu'une pratique bénéfique apparaisse, peut-être par hasard, ou qu'elle soit légèrement plus efficace. Si elle devient un tout petit peu plus fréquente, Le conformisme prend le relais. exactement, le biais de conformité peut l'amplifier, la faire adopter par de plus en plus de monde, jusqu'à ce qu'elle devienne la norme, la façon normale de faire. Une fois qu'elles sont établies, les normes sont très puissantes, elles résolvent des problèmes de coordination. Tout le monde conduit du même côté de la route, c'est une norme. Elles peuvent aider à surmonter des dilemmes sociaux ou même des problèmes de maîtrise de soi. Et puis il y a tous ces signes extérieurs qui semblent moins utilitaires au premier abord. L'accent qu'on a, les vêtements qu'on porte, les tatouages, les rituels spécifiques à un groupe, ce qui nous permet de savoir plus ou moins consciemment si quelqu'un fait partie de notre groupe ou d'un autre groupe. Ces marqueurs ethniques, comment est-ce qu'ils s'insèrent dans ce tableau? Ah, ils sont probablement cruciaux, ces marqueurs symboliques. Ils pourraient avoir plusieurs fonctions. L'une d'elles serait de servir de guide pour l'imitation sélective. C'est-à-dire? Si vous arrivez dans un endroit inconnu, une bonne stratégie, c'est de repérer les gens qui portent les marqueurs du groupe local dominant et d'essayer d'imiter leurs pratiques. Parce que leurs comportements sont probablement bien adaptés à cet environnement précis. Les marqueurs vous disent copier ces gens-là. Malin. Une autre fonction possible, c'est de faciliter la coopération. Savoir que quelqu'un partage les mêmes marqueurs que vous, la même langue, les mêmes signes distinctifs, ça signale qu'il ou elle partage probablement aussi les mêmes normes implicites de comportement, les mêmes attentes. Ça rend les interactions plus prévisibles, plus fluides, et ça augmente la confiance. Ça réduit l'incertitude. Exactement. Ça aide à savoir à qui on peut faire confiance et avec qui on peut coopérer efficacement. Et cette question de la coopération, ça nous amène à un autre aspect qui est vraiment spectaculaire et un peu mystérieux aussi chez l'être humain. Mhm. C'est notre capacité à coopérer à très très grande échelle, bien au-delà du cercle familial ou des proches. On coopère avec des étrangers, parfois de façon complètement anonyme, dans nos sociétés immenses. Oui, c'est unique dans le règne animal à cette échelle, hein. C'est très différent de ce qu'on voit chez les autres animaux, où la coopération intense est souvent limitée à la famille proche, la parentèle, ou à la réciprocité directe. Je te gratte le dos si tu me grattes le dos. Oui, le fameux donnant-donnant ou tit for tat. Alors, comment expliquer cette coopération humaine massive? C'est un des grands puzzles de la biologie et des sciences sociales, c'est vrai. Et là encore, l'évolution culturelle, telle que théorisée par Boyd et d'autres, apporte des pistes de réponse très éclairantes. Via la sélection de groupes, encore. Oui, en partie. La sélection de groupes culturels peut favoriser les groupes qui développent des normes et des institutions qui encouragent la coopération, même au-delà de la parenté et de la réciprocité directe. Les modèles théoriques montrent que cette réciprocité directe, si elle fonctionne bien en petits groupes ou en pairs, Elle devient vite instable dans les grands groupes. exactement. Le risque de triche augmente, la surveillance devient difficile, la confiance s'effondre facilement. Ça ne suffit pas à expliquer la coopération dans une ville ou une nation. Alors, qu'est-ce qui stabilise la coopération dans nos grandes sociétés? Qu'est-ce qui la rend possible? Ce sont les normes de coopération, bien sûr, mais surtout le fait qu'elles soient très souvent soutenues par des systèmes de récompense et de sanctions. Ah, la carotte et le bâton. En quelque sorte, oui.
On récompense ceux qui coopèrent, qui respectent les règles, et on punit formellement par la loi ou informellement par la réputation, l'ostracisme, la critique, ceux qui violent les normes ou qui profitent du système sans contribuer. Les free raiders, les passagers clandestins. C'est ça. Et ce qui est particulièrement frappant chez les humains, c'est qu'on est même prêt à punir les tricheurs, même si cela nous coûte personnellement, en temps, en énergie, parfois même en prenant des risques. C'est ce qu'on appelle la punition altruiste, ou coûteuse. Oui, punition altruiste ou coûteuse, cette volonté de faire respecter les règles du groupe, même à ses propres dépenses, ça semble être un ingrédient psychologique absolument clé pour maintenir l'ordre social et la coopération à grande échelle, là où la simple réciprocité ne suffirait pas. D'accord. C'est comme si on avait internalisé le besoin de maintenir le système. On peut le voir comme ça. Et tout cela, ça converge vers une idée vraiment puissante et peut-être un peu vertigineuse, la coévolution gène-culture. Coévolution gène-culture. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? L'idée, c'est que notre culture, avec ses normes, ses institutions, ses outils, a façonné notre environnement social de manière si profonde et si durable, sur des centaines de milliers d'années, Oui. qu'elle est devenue elle-même une force de sélection naturelle, agissant en retour sur nos gènes. Notre culture influence notre évolution biologique? C'est l'idée. Vivre pendant si longtemps dans des sociétés structurées par des normes culturelles, où la coopération, la réputation, la sensibilité aux sanctions sont absolument cruciales pour survivre et se reproduire, eh bien ça aurait favorisé génétiquement certaines prédispositions psychologiques adaptées à ce nouvel environnement social créé par la culture. D'accord. Des sortes d'instincts sociaux? C'est le terme qu'utilisent Boyd et Richardson, des instincts socio-tribaux. Attention, ça ne veut pas dire des comportements rigides et déterminés, plutôt des tendances innées, des prédispositions psychologiques qui nous aident à naviguer dans ce monde social complexe. Par exemple, une capacité et une motivation à apprendre et à intérioriser les normes de notre groupe, une forte motivation pour la coopération au sein du groupe et pour la défense du groupe, une sensibilité à la honte, à la culpabilité quand on viole une norme, une attention très forte à notre réputation et à celle des autres. Des outils psychologiques pour vivre en société culturelle. Voilà, notre psychologie humaine et notre culture se seraient donc sculptées mutuellement au fil de l'évolution. C'est une boucle de rétroaction. Une coévolution. C'est vertigineux comme idée, effectivement. Pour terminer, et pour essayer de comprendre comment on étudie tout ça de manière, disons, scientifique, rigoureuse, l'approche de Boyd et Richardson, elle se distingue un peu de l'idée populaire des mèmes, non? Cette idée que la culture serait faite de petites unités qui se copient parfaitement, un peu comme les gènes. Oui, leur cadre est un peu différent, même s'il y a des liens. Ils utilisent ce qu'on appelle la pensée populationnelle, qui est empruntée directement à la biologie évolutive, à la génétique des populations. La pensée populationnelle. L'idée centrale, ce n'est pas tant de savoir si la culture est composée d'unités discrètes, des mêmes, qui se répliquent parfaitement. C'est peut-être le cas pour certaines choses, mais pas pour tout. L'idée maîtresse, c'est plutôt de considérer la culture comme un vaste ensemble d'informations. Oui, des idées, des compétences, des savoir-faire, des valeurs, des croyances. Ces informations sont stockées dans les cerveaux des individus, bien sûr, mais aussi dans les objets qu'on fabrique, dans les livres, dans les institutions, dans les paysages qu'on modifie. Et ce qui compte pour comprendre l'évolution culturelle, c'est d'étudier comment la fréquence, la distribution et la forme de ces informations changent au sein des populations au fil du temps. D'accord, c'est le changement au niveau de la population qui est clé. Exactement. L'accent est mis sur la compréhension des processus qui pilotent ces changements. Quelles sont les forces qui font évoluer la culture humaine? Il y a des forces aléatoires, un peu comme la dérive génétique en biologie. On parle de dérive culturelle. Des traits culturels peuvent devenir courants ou disparaître par pur hasard, surtout dans les petits groupes. Le hasard joue un rôle? Décisions que prennent les individus, qui choisirent d'imiter. On a parlé des biais de prestige, de conformité. Quand décider d'apprendre par soi-même plutôt que de copier? Quand décider d'innover ou de modifier une tradition? Toutes ces décisions individuelles, agrégées au niveau de la population, créent des tendances évolutives. D'accord. Décision et biais. Et enfin, il y a bien sûr la sélection naturelle, qui peut agir à plusieurs niveaux dans le domaine culturel. Certaines idées se propagent mieux que d'autres parce qu'elles sont plus faciles à mémoriser, plus faciles à transmettre, ou parce qu'elles répondent mieux à nos besoins psychologiques. Certains individus réussissent mieux, ils ont plus de descendants ou plus d'influence, parce qu'ils adoptent des traits culturels plus efficaces, une meilleure technique de chasse, une meilleure hygiène. Sélection au niveau des idées et des individus.
Et enfin, comme on l'a vu, il peut aussi y avoir une sélection au niveau des groupes. Et que certains groupes culturels prospèrent et s'étendent aux dépens d'autres parce que leurs normes ou leurs institutions les rendent plus coopératifs, plus résilients ou plus efficaces en compétition. Et c'est une vision très riche, très multiniveau. Oui, et l'avantage de cette approche populationnelle, c'est qu'elle fournit une sorte de boîte à outils à la fois conceptuelle et mathématique pour analyser l'évolution culturelle de manière rigoureuse. On peut construire des modèles, tester des hypothèses avec des données. Et ça permet de faire le pont entre différentes disciplines, j'imagine. Tout à fait. C'est ça qui est passionnant. Ça permet de connecter les données et les théories qui viennent de l'anthropologie, de l'archéologie, de la psychologie cognitive et évolutionniste, de l'économie comportementale, de la biologie évolutive. Ça offre un cadre pour essayer de construire une science de la culture qui soit plus unifiée, plus intégrée et plus solide. Bien. Alors si on devait essayer de résumer notre exploration d'aujourd'hui, ce long voyage aux origines de la culture, on a vu que ce qui nous rend vraiment uniques, nous les humains, c'est cette capacité incroyable à l'adaptation culturelle cumulative. Mhm. Cette capacité, elle est alimentée par un apprentissage social qui est très sophistiqué et qui est guidé par des biais psychologiques comme le biais de prestige et le biais de conformité. Exactement. On a exploré une hypothèse fascinante, le rôle clé que l'instabilité climatique de notre passé lointain, le Pléistocène, a pu jouer dans l'évolution même de cette capacité culturelle. Oui, comme un moteur externe. On a vu comment la culture, une fois qu'elle est lancée, façonne la dynamique des groupes humains, crée des frontières, mais aussi de la diversité, comment elle fait émerger des normes sociales, parfois étonnamment adaptatives, même sans compréhension consciente. Comme la nixtamalisation. Voilà. Comment elle permet une coopération à une échelle qui est totalement inédite dans le monde vivant, grâce notamment aux normes et aux sanctions, et comment elle pourrait même avoir influencé notre psychologie profonde via cette idée de coévolution gène-culture et d'instincts sociaux tribaux. C'est une belle synthèse. Et on a terminé sur l'importance d'une approche populationnelle pour étudier scientifiquement tous ces processus complexes. Tout à fait. Et peut-être pour laisser une dernière pensée, une question ouverte pour prolonger la réflexion. Si une partie importante de notre psychologie, nos fameux instincts sociaux, tribaux, a été façonnée pendant des centaines de milliers d'années pour vivre dans des sociétés qui étaient, pour l'essentiel, des petits groupes assez soudés, très interdépendants, régis par les normes claires, et où la réputation était absolument cruciale. Oui, le monde de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, en gros. Voilà. Comment cette psychologie-là, héritée du Pléistocène, s'accommode-t-elle ou peut-être entre-elle-t-elle en conflit avec les caractéristiques de nos sociétés modernes? Des sociétés qui sont immenses, largement anonymes, globalisées, avec des normes parfois floues, changeantes, voire contradictoires, où nos interactions sont souvent éphémères, décontextualisées, médiatisées par la technologie. C'est une excellente question. Est-ce qu'il y a un décalage? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que certains de nos défis contemporains, qu'ils soient sociaux, politiques ou même psychologiques, le sentiment d'aliénation, les difficultés de coopération à l'échelle mondiale, la polarisation, est-ce que certains de ces défis ne découlent pas, au moins en partie, de cette tension, de ce mismatch potentiel entre notre héritage évolutif psychologique et le monde radicalement nouveau que notre propre culture a créé? Une question fondamentale à méditer. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci à vous.